Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Mazurel, fondateur de 50 Partners. Salut Jérôme. Bonjour Armelle. Merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir. Alors, est-ce que, Jérôme, dans ton enfance, il y avait des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta super carrière professionnelle? C'est dur à dire. Alors, c'est vrai que j'avais une famille d'entrepreneurs et mon père et ma mère avaient leurs entreprises, donc peut-être que c'était le début du virus. En tout cas, ça a été peut-être une culture générale de l'entreprise qui peut-être m'a mis la puce à l'oreille. Après, voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de liberté peut-être dans les choix qu'on a pu faire, que ce soit de parcours scolaire ou d'orientation professionnelle. On était 4 enfants, on a eu tous des parcours assez différents, mais on a tous vraiment on n'a jamais été très orientés, enfin forcés, je dirais, dans certaines directions. On a peut-être permis de nous faire de nos choix et d'arriver là où on voulait. Et c'est aussi une démarche entrepreneuriale. Voilà. Et puis un peu plus tard aussi, à l'école, moi j'étais à l'EM Lyon, qui est une école qui à l'époque était très entrepreneuriale, très tournée vers l'entrepreneuriat très tôt. Donc ça c'est en 99-2000. Un des premiers cours d'ailleurs à l'école, c'est de monter une boîte. Donc on doit se poser sur une idée, commencer à trouver des choses, et ça donne vachement de sens en fait à tous les cours qu'il y a après. Et je pense que c'est une bonne façon d'apprendre les choses. Mais du coup ça pousse pas mal vers l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de l'EM Lyon. Voilà, puis après même je sais pas, dans les voyages ou etc., assez jeune, fait des voyages même assez seul. Je suis parti aux États-Unis tout seul avec mon baluchon pendant un mois, un peu à la découverte du pays sans avoir vraiment d'attache. C'est assez tôt, et voilà, donc peut-être une tournure vers peut-être des projets qu'on avait envie de monter très tôt et très jeune. Ça, c'est l'entrepreneuriat à toute petite échelle, mais Alors justement, raconte-nous un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à la création de 50, comme on dit dans le métier. Ouais, si je reprends justement à l'EM Lyon, mon projet de fin d'études, c'était de monter un incubateur. Donc, tu vois, ça date pas d'hier. Ça, c'est 2002, un truc comme ça. Et donc, j'étais vite connecté à ces sujets-là. J'ai fait un stage dans un incubateur à Londres, un truc qui s'appelait BrainSpark, très très tôt. Donc ça, c'est vraiment les années 2000-2001. J'ai fait une année de césure aux États-Unis chez NextStage, qui était le début du fonds NextStage, qui est un gros fonds maintenant, qui est basé à Paris, mais qui a démarré à New York sous l'impulsion de Grégoire Santil. Et donc moi, j'ai été son bras droit pendant un an, donc j'ai pu voir le démarrage d'un fonds. On a écrit ce qu'on appelle le PPM, donc tout le projet, tout le business model et toute la stratégie d'un fonds un peu from scratch. Et donc là, on est entre août 2000 et août 2001 à New York, en plein cœur, je dirais, du début de la tech et de beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Donc je pense que ça a aussi été une impulsion très forte par rapport à ce que j'ai fait après. J'ai aussi fait 1 an et demi, 2 ans chez Rothschild Venture Capital, ce qui est devenu Kinsight après, qui est plus connu sous le nom de Kinsight aujourd'hui, mais qui à l'époque était chez Rothschild. Et j'avais travaillé là-bas aussi sur un projet de fonds chez eux pour faire du private equity, quelque chose qui pouvait être adopté par le plus grand nombre. Bon, pareil, il y a un peu de 50 partners dans ça aussi, je pense. J'ai cofondé entre 2004 et 2010 un club d'entrepreneurs qui s'appelait Aggregator, qui était un club d'entrepreneurs et un fonds d'investissement d'entrepreneurs, dans lequel il y avait 250, 300 entrepreneurs, je dirais. Et donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de valeur à ce que des entrepreneurs travaillent entre eux, échangent entre eux, fassent des choses ensemble, et voilà.
Et donc en fait 50 Partners c'est un peu la synthèse de tout ça, parce que je trouvais que le venture capital ça avait des performances qui n'étaient pas suffisamment stables ou pas suffisamment importantes, hein. À l'époque, si on prenait les 20 dernières années, donc là je te parle de ça en 2003, 4, 5, bah voilà, c'était plutôt 0% de performance sur 20 ans en moyenne. Alors il y avait évidemment des fonds qui surperformaient, d'autres qui sous-performaient, mais globalement, valait mieux faire du LBO ou autre chose que du venture capital. Et en fait, c'est parce que je trouve que les performances du venture, enfin, il y avait des performances qui pouvaient être très fortes, mais aussi un risque associé qui était très important. Et en fait, je me suis dit, ce serait intéressant de développer une solution qui permette de dérisquer le venture, de permettre au projet d'avoir un taux de succès beaucoup plus important que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, faut développer une solution très hands-on, et l'expérience que j'avais eue notamment chez Agagator permettait de voir que d'autres entrepreneurs pouvaient être la meilleure ressource pour aider des jeunes qui se lancent. Et donc j'ai essayé de rassembler tout ça, et c'est devenu 50 Partners. Donc on a rassemblé 50 entrepreneurs qui avaient eux très bien réussi, qu'on a associé dans une structure, 50 Partners, l'accélérateur 50 Partners, pour sélectionner les projets qu'on pensait les plus intéressants, accompagner ces projets en contrepartie d'une petite partie du capital qu'on prend dans chaque projet. On a un deal, je dirais, de service for equity qui permet d'atteindre un peu cet objectif d'un engagement très fort d'entrepreneurs très expérimentés dans des projets dans lesquels on croit beaucoup. Et ça permet de dérisquer effectivement peut-être l'actif de venture. Si je fais un peu un fast forward, on a à peu près 130 projets qui ont rejoint 50 depuis 2012. Il y en a 9 seulement qui se sont arrêtés. Et donc c'est des stats qui, par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs, sont vraiment très bonnes. Et voilà, c'était l'idée de départ. Et voilà, je pense que c'était la synthèse des différentes expériences que j'ai pu avoir et en venture et dans des clubs d'entrepreneurs. Alors, on sait tous que créer un fonds sur le papier, c'est très joli, mais c'est extrêmement difficile. Quelles sont les grandes anecdotes de galères que tu as connues au début ? Il y en a eu beaucoup. Enfin, c'était plus général parce que, tu vois, en 2012, en fait, je monte 50 Partners courant 2011, je mets les choses en place en 2011 et ça peut voir le jour en 2012 sous sa forme à peu près actuelle. Mais à l'époque, enfin 2011-2012, je sais pas si certains se souviennent, mais l'écosystème était pas du tout aussi dynamique, aussi structuré, aussi visible qu'aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup moins de choses, il y avait beaucoup moins d'argent, il y avait beaucoup moins de projets aussi, même en termes de volume de projets, il y avait beaucoup moins de choses. Et donc démarrer avec cette idée, et puis il y avait pas tellement d'incubateurs en réalité, il y avait juste de mémoire, il y avait peut-être Numa, anciennement un peu la cantine, et voilà, donc il y avait vraiment très peu de choses. Et donc quand je lance 50 Partners, il n'y a pas grand monde qui me suit, ou voilà, il y a 25-30 premiers entrepreneurs qui croient dans le projet, donc c'est 25-30 premiers partners, puis après on a coopté jusqu'à 50 partners, et on s'est arrêté à 50 partners, sur une verticale en tout cas. Mais entre 2011 et 2013, on fait comme on peut. Je fais un peu de service en levée de fonds, donc j'aide un certain nombre de projets à lever de l'argent et je prends des fees là-dessus pour survivre, et puis développer aussi cette capacité d'accompagnement sur la levée de fonds qui va devenir une brique assez centrale dans ce qu'on fait aujourd'hui chez 50 Partners. Donc ça permettait de monter en compétences et puis d'avoir un petit peu de sous aussi. Mais donc voilà, on bricole comme on peut, on squatte un peu partout. Je pense qu'on a dû faire 8 ou 9 bureaux en 2 ans. Heureusement, on avait plein de copains qui nous hébergeaient. Fred Mazzella de Blablacar au Chaz-up, pour ceux qui y sont passés, qui a incubé plusieurs startups. Nextage qui m'a hébergé aussi. NetBooster. Enfin bon, on a fait plein de bureaux, voilà, et on était 1, puis 2, puis 3 dans la société. Donc le début est relativement lent, et puis c'est un peu du bricolage jusqu'à avoir effectivement les fameux 50 partners et les premiers projets qui rentrent, et qu'on arrive à commencer à délivrer de la valeur auprès des projets, que ça se voit, que ça commence à se savoir, et que finalement la mayonnaise prenne. Et je dirais que c'est plus facile depuis 4-5 ans en réalité. Mais tu vois, il y a 4-5 premières années qui sont un peu longues, donc et ça c'est une multitude de galères. On passe son temps à chercher des fonds, à chercher des ressources, et pour pouvoir grandir et pouvoir réaliser la vision qu'on a initialement.
Comment tu fais ou comment t'as fait pour tenir dans ces moments difficiles? Tu le dis, hein, les 4-5 premières années, elles sont longues. Où est-ce que tu as réussi à puiser ta motivation? Bah, je pense que c'est la conviction profonde que tu as par rapport au projet qui te porte. C'est-à-dire que quand tu es convaincu que le produit que tu veux développer, que la solution que tu veux développer, elle fait du sens dans l'écosystème, qu'elle va apporter de la valeur, qu'elle aide des entrepreneurs, et puis que tu commences à le voir petit à petit, parce que chaque projet, les premiers projets qui nous rejoignent, on arrive effectivement à vraiment les aider sur plein de sujets, et que les entrepreneurs, les partners qu'on rassemble sont aussi passionnés par ça, jouent vraiment le jeu, et voilà. Donc, on commence à apercevoir un peu la valeur au début, et c'est ça qui porte en fait. C'est la conviction profonde que la vision qu'on a est bonne. Alors après, elle évolue toujours un petit peu, le modèle évolue un petit peu, il y a du fine tuning en permanence, mais la conviction initiale profonde, je pense que c'est ça qui porte. Et puis après, c'est une activité qui est très très humaine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de relations avec les entrepreneurs qu'on accompagne, on passe beaucoup de temps avec eux, et puis on passe aussi beaucoup de temps avec les partners qui nous confortent au quotidien. On dit bah ouais, c'est canon ce que vous êtes en train de monter, donc tenez bon, on est là, on vous aide, on vous soutient, et j'ai toujours eu, je pense, ce soutien de part et d'autre, côté entrepreneur comme côté partners, et ça porte beaucoup. Après, bon, c'est peut-être plus perso, mais je pense que t'as la famille aussi, la famille et peut-être les amis aussi qui soutiennent, parce que parfois t'as des moments effectivement un peu difficiles. Enfin, moi j'ai démarré dans mon salon avec ma femme qui était enceinte, qui attendait le premier, et voilà. Donc c'est aussi un projet quand même un peu de famille quand tu es entrepreneur. Et là, je pense aussi à tous les entrepreneurs qu'on accompagne et qui vivent ça aussi. Mais il y a besoin d'avoir vraiment un soutien familial fort. Et voilà. Puis quand t'as des galères, que tu rentres chez toi et que t'es avec ta femme et tes enfants, c'est aussi un truc qui porte en vrai. Enfin, je pense que c'est une force aussi, quoi. C'est quoi pour toi le risque? Quelle définition tu en donnerais? Globalement, je pense que le risque, c'est peut-être l'incertitude qu'on peut avoir par rapport à peut-être des décisions qu'on prend ou une situation qui se présente et on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Donc il y a plusieurs sortes de risques. Tu peux avoir un risque financier, tu peux avoir un risque peut-être stratégique par rapport à des décisions que tu prends, par rapport à l'orientation de ton business, etc. Tu décides d'aller dans une direction, c'est peut-être pas la bonne. Tu as le risque réputationnel aussi, quand on fait des interviews ou des podcasts ou qu'on développe ou qu'on parle à l'extérieur de ce qu'on fait ou même l'activité qu'on a avec les entrepreneurs, etc. Donc ça peut être un risque aussi, hein. Voilà. Et puis t'as le risque, alors ça c'est peut-être plus au quotidien aujourd'hui, nous on est société de gestion et on gère des fonds un peu significatifs, donc t'as aussi des risques légaux et réglementaires qu'on porte qui sont assez importants. Donc l'idée c'est de s'organiser face à ce risque pour dérisquer ce qui peut l'être. Mais voilà, moi je dirais plutôt que face à ça, pour moi le risque c'est plutôt aussi des opportunités, parce que cette incertitude face à des décisions que tu prends, tu sais pas si tu tombes du bon ou du mauvais côté, mais c'est aussi ça c'est ce risque que tu prends qui te permet d'atteindre des nouveaux objectifs et d'avoir des succès. Et c'est pour ça que c'est le propre de l'entrepreneur, à mon avis, de prendre du risque. Parce que quand tu te lances, que ce soit les histoires que je raconte un petit peu, ou à tous les entrepreneurs qui se lancent, ils prennent un risque souvent fort, qui est financier, qui est de carrière, qui est de plein de choses. T'es pas sûr. Enfin, il y a 70% des projets qui s'arrêtent après 5 ans, tu vois. Donc le risque, il est réel. T'as en fait assez peu de chances de réussir quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Mais si tu te lances pas, tu te laisses pas la chance d'avoir le succès par rapport à une idée que tu peux avoir ou etc. Donc le risque, c'est aussi, moi je le vois plus comme une opportunité qu'autre chose. Évidemment, le risque, faut pas que ça soit trop lourd, et il faut réussir à le mesurer, il faut réussir à le balancer, il faut réussir à le couvrir le plus possible. Mais pour moi, c'est plutôt des opportunités. C'est vrai aussi, tu vois, ce matin, j'intervenais sur un sujet grand groupe et start-up. La raison pour laquelle les grands groupes n'innovent pas suffisamment ou ne prennent pas suffisamment les bons virages, c'est parce qu'ils osent pas prendre le risque, parce qu'ils ont toute une legacy d'un business
existants, qui veulent pas mettre en péril, et puis changer, se transformer, etc. Tout ça c'est du risque, et donc ils le prennent moins facilement qu'une startup, et c'est ça qui fait la différence entre l'agilité des startups et des grands groupes. Donc voilà, je dirais que c'est en tout cas l'entrepreneuriat et l'innovation en général, c'est très associé au risque, donc c'est quelque chose qu'on voit de très près, mais c'est ça aussi qui fait les belles histoires. Donc je dirais risque égale opportunité surtout. Et oui, no risk, no story, c'est la baseline de la 6e saison d'Outdoor Minds. Excepté le fait de créer un fonds d'investissement alors que ta femme était enceinte, est-ce que tu as pris des gros risques dans ta vie, et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris? Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est probablement le plus gros risque que j'ai pris, mais pourquoi? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est motivé par une vision, une ambition, vraiment une conviction sur le fait que ce qu'on allait proposer faisait du sens. Là, c'est ça qui fait prendre le risque. En fait, c'est pas vraiment une décision, je pense, de prendre un risque. Moi, je pense que c'est plus, encore une fois, tu te lances dans quelque chose dans lequel tu crois, et tu te retrouves confronté à du risque. Et donc c'est plutôt subi. Enfin, tu vois, moi le risque associé à l'entrepreneur, j'ai jamais mesuré. Je me suis jamais dit, tiens, oui, je prends un risque, je mesure le truc. Les bénéfices face au risque, c'est peut-être plus important. Donc je calcule le truc et non, tu te lances parce que t'y crois, parce que t'as envie, parce que t'es motivé par ça. C'est ça qui te fait lever le matin. Donc tu te lances et tu te retrouves face à un certain nombre de risques et voilà. Mais c'est pas tellement un choix, moi je trouve le risque, en tout cas entrepreneurial. Mais voilà, on parlait des risques un peu légaux et réglementaires quand tu es société de gestion. Ouais, ça c'est des risques que je porte, qu'on porte au quotidien, et sur lesquels on travaille, on fait tout ce qu'il faut pour réduire ce risque. Mais voilà, quand tu gères des fonds beaucoup plus significatifs qu'au début, ce qui est un peu notre cas, voilà, tu as aussi une autre responsabilité, et donc c'est normal que tu assumes le risque face à ça. Ouais. Alors justement, pour des gens qui connaîtraient pas très bien le fonctionnement d'un fonds d'investissement, c'est quoi les plus gros risques auxquels tu t'exposes quand tu crées un fonds et quand tu le développes? Globalement, on te confie des fonds que tu gères, que tu investis, et voilà. Donc, tu as un risque de performance. Il y a des fonds qui n'arrivent pas à délivrer la valeur attendue, et donc peuvent perdre tout ou partie des fonds qui leur sont confiés. Donc c'est un risque qui est quand même très important. Là, t'as tout. Là, t'as le réglementaire, la réputation, le risque financier. Donc tu portes tout d'un coup, si tu rates ton coup. Et après, plus généralement, quelles que soient les performances, il y a quand même un risque, je dirais, réglementaire. Donc il y a un certain nombre de procédures, de réglementation à suivre pour assurer que tu fais les choses de la bonne façon. Encore une fois, quelles que soient les performances. Et donc voilà, c'est des choses qui se traitent, mais je dirais que quand tu gères des fonds significatifs, c'est ça les plus grands risques que tu as. Alors, si tu regardes ton parcours, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur, et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Moi, les moments où je me suis dit bon là c'était vraiment une connerie, je pense que c'était sur des sujets de recrutement. Tu vois, a posteriori, je pense que les entrepreneurs, on est 30 chez 50 Partners, et ça a 12 ans, donc j'ai fait pas mal de recrutement, je dirais dans l'entreprise, et souvent ça se passe très bien, et puis parfois ça se passe moins bien, et en fait je pense que quand tu fais des recrutements en disant que la personne est peut-être très performante et que ça va très bien réussir, même si ça colle pas exactement à ton idéal, je dirais humain, ou en termes de valeur, ou etc. Et ça a à chaque fois été une connerie. Donc que ce soit les gens qu'on recrute ou les gens avec qui on travaille, moi la seule peut-être certitude que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment se rapprocher de gens avec qui tu partages quand même des valeurs et une vision globale des choses. Tu peux fonctionner un peu différemment, tu peux avoir des drivers un petit peu différents, etc. Mais je trouve qu'il y a un socle autour des valeurs qui fait que
tu peux pas te tromper dans les gens avec qui tu travailles ou les recrutements que tu fais. Et donc à chaque fois que j'ai dérogé à ça, c'était des conneries. Ah bah voilà, ça c'est clair. C'est clair, net et précis. Et alors du coup, à contrario, est-ce que tu as eu des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Bah, moi, ce qui me rend fier au quotidien dans ce qu'on fait, je pense que c'est surtout le fait de réussir à rassembler des gens justement qui partagent un peu les valeurs qui sont portés par 50 Partners, parce que comme je le disais, c'est très humain ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on rassemble à la fois des projets qu'on sélectionne et qu'on accompagne, et puis de l'autre côté, ce sont aussi l'actif, je dirais qu'on gère quelque part, c'est de l'humain du côté des partners. Et donc, que ce soit les entrepreneurs qu'on sélectionne et ou les partners qui nous rejoignent, je trouve qu'on arrive à rassembler des gens où c'est peut-être automatique, mais ça auto-sélectionne peut-être des gens qui partagent les valeurs qu'on a, non pas qu'on ait décidé des valeurs, mais par nature, by design, 50 Partners, c'est un collectif. C'est un peu l'idée que tous ensemble, on est plus fort. C'est un peu cette humilité de dire qu'on n'a pas la science infuse sur tout et qu'en groupe, on est plus fort. Et en fait, mécaniquement, on n'attire que des startups, des entrepreneurs, des fondateurs qui ont cette idée-là, en disant, ouais, j'ai beau être très malin, avoir une très bonne vision, avoir un business qui commence à vraiment bien tourner, je pense que j'irai beaucoup plus loin à plusieurs que tout seul. Et il y en a qui pensent pas ça, hein. Il y en a qui disent, moi, j'ai tout vu, tout vécu, j'ai tout compris, je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur mindset pour un entrepreneur, mais il y en a. Et à ce moment-là, ils disent, non, on n'a pas besoin d'un incubateur, on n'a pas besoin de soutien, on se débrouillera autrement, vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, du coup, ils viennent pas chez les 50 Partners. Et pareil, côté partners, quand on leur dit est-ce que vous voulez être un des 50 partners, il y a certains peut-être entrepreneurs, peut-être certains qui vont être très connus, qui vont dire non, je peux pas être un des 50, moi je suis un tel, j'ai réussi ça, je peux pas faire partie d'un groupe et d'être un peu noyé dans le groupe. Donc ceux qui nous rejoignent sont des gens qui sont à mon avis tout aussi talentueux, voire souvent beaucoup plus, mais qui se disent on a réussi une très très belle aventure. On a fondé, Blablacar, Le Bon Coin, Showroom Privé, etc. Des Taïkou, Talentsoft, voilà. Mais encore une fois, ensemble, on sait que c'est souvent une aventure collective. Donc, on est heureux de faire partie d'une aventure collective pour aider des projets à réussir. Donc, ça rassemble des gens qui ont une certaine humilité, mécaniquement, et une envie de transmettre et d'aider les plus jeunes. Donc, forcément, ça fait un mindset global ou un objectif commun que tout le monde partage et qui est très sympa parce que ça crée peut-être une bienveillance, une humilité et voilà, avec des gens qui sont quand même canons, qui est super agréable. Et dans l'équipe, c'est un peu pareil, tu vois. Aujourd'hui, je suis un truc tu me demandes ce dont je suis fier, c'est peut-être le truc dont je suis plus fier, c'est l'équipe. Enfin, tu vois, de rassembler des gens qui partagent ça, qui sont passionnés par leur métier, qui se donnent à fond dans cette aventure. Ça c'est vraiment, c'est vrai que c'est un kiff du quotidien. Alors, tu parles de kiff. Moi, j'en ai vécu un énorme au mois de septembre puisque j'ai eu la chance de participer pour la première fois aux Impact Days que vous organisez et c'était juste incroyable. Ces 2 journées qui sont d'une intensité extrêmement forte, dont on ressort avec un volume d'énergie. Ça te porte pour des semaines entières. Et vraiment, ça, pour moi, c'est un accomplissement et une réussite énorme de la part de 50. Je trouve que c'est hyper inspirant, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce collectif autour de l'innovation qu'on a réussi à créer, où tout le monde est passionné par ces sujets d'innovation, tout le monde a envie de faire partie de cette aventure, tout le monde a envie d'aider, et donc tu es face à des entrepreneurs passionnés, voilà, et d'autres entrepreneurs qui ont envie d'aider et qui ont eu des aventures ou des parcours incroyables. Voilà, et c'est vrai qu'on a à cœur de partager ces sujets d'innovation auxquels on est confrontés à l'ensemble de la communauté, et que le 50D, donc qui est ça, effectivement un mix entre un démodé de start-up et un TEDx avec des tables rondes et des talks très inspirants sur tous les sujets d'innovation. C'est effectivement la bonne vitrine de ce qu'est 50 Partners. Enfin, tu vois, on essaie de participer à construire le futur avec des entrepreneurs et ces moments où on est tous ensemble pour le faire, c'est sûr que c'est très ça illustre très très bien ce qu'on fait, quoi.
J'ai particulièrement aimé la toute première journée, qui est une journée où il y a uniquement les partners, où les échanges sont vraiment sur une approche no bullshit, c'est-à-dire que on est tous passés par des galères de ma boule, on a tous surpassé ça ou dépassé ça, mais on a tous cette conviction que on peut pas en fait bullshiter les autres parce qu'ils sont passés par la même chose que nous, et du coup ça fait des discussions très vite, très engagées sur des sujets assez intense, très perso parfois, avec des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. En tout cas, pour moi, je connaissais personne. Et j'ai été bluffée par cette capacité à rentrer en connexion très vite les uns avec les autres, sans rouler des mécaniques, ce qui est quand même pas une évidence de prime abord. Donc vraiment, bravo pour avoir réussi à créer cette atmosphère-là qui est rare finalement. Ouais, bah je te dis, je pense que c'est plutôt subi qu'autre chose. Hein, c'est pas une volonté particulière, mais mécaniquement, comme on le disait tout à l'heure, on rassemble voilà des entrepreneurs qui ont un peu cette humilité ou cette envie du collectif, et puis ça crée une safe zone où effectivement tout le monde se parle des vrais sujets sans rouler des mécaniques, comme tu le dis, et on se dit les vraies choses. Parfois, on part 2-3 jours à la campagne ou dans le sud ou etc. avec des entrepreneurs qu'on accompagne, et le niveau des discussions est dingue. Enfin, de la profondeur des discussions, la vérité de ce qui se dit, etc. C'est fou. Il y a aucun autre endroit où tu trouves ça, je trouve. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Alors, du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Celui de se lancer. Et ça, c'était beaucoup, je reprends, un peu mes parcours, mais c'était un peu aussi mes mentors. Mais Grégoire Santil, qui était le fondateur de Nextage, il m'a beaucoup poussé à ça, de se lancer. Il me disait aussi beaucoup réfléchis. Je me dis toujours réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Je me lançais dans plein de trucs. Il dit réfléchis. Et donc ce mix de se lancer, mais en faisant une analyse la plus poussée possible des tenants et des aboutissants sur le projet qu'on est en train de lancer, c'est un truc que j'ai toujours gardé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je revois assez régulièrement. Et puis je retiens aussi pas mal les conseils. C'est marrant, c'était vraiment les conseils un peu de l'époque, mais quand j'étais chez Rothschild, où il y avait un sujet autour de beaucoup de la rigueur. Donc on faisait pas semblant on analysait des dossiers, qu'on étudiait les dossiers, et donc on bossait jusqu'à pas d'heure du matin pour être hyper précis. Et quand je montrais la présentation que j'avais pu faire ou l'analyse que j'avais pu faire à un partenaire, notamment il se reconnaîtra peut-être, mais Jean-Michel Béguin, et qui sur des trucs très précis et parfois qui me semblaient être du détail, il disait non, là il faut être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus faut que ce soit parfait, faut que ce soit nickel, faut que ce soit hyper complet, etc. Et donc je bossais jusqu'à pas d'heure du matin pour faire en sorte que le dossier soit complètement nickel. Et ça, c'est un truc que j'ai pas mal gardé et que j'essaie aussi de garder dans ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, ce mix d'entrepreneuriat et peut-être de rigueur et de réflexion qui vient de mes anciens mentors, je dirais. Mais là, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et toi, du coup, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une entreprise ou une aventure, quelle qu'elle soit? Je pense que, le conseil qui est un peu global et qui couvre pas mal de choses, mais qui est celui de s'entourer. Je pense que, encore une fois, une aventure entrepreneuriale ou un projet quel qu'il soit, en fait, ça se fait rarement tout seul, et de savoir s'entourer. C'est d'ailleurs une des qualités qu'on regarde chez les entrepreneurs avec qui on travaille, mais c'est leur capacité à bien s'entourer, que ce soit les associés avec qui ils vont travailler, les collaborateurs qui vont choisir, les investisseurs qui vont choisir, parce que ça fait aussi, on prend pas juste de l'argent comme ça, on choisit les gens avec qui on va travailler pour plusieurs années, etc. Et donc s'entourer s'armer de tout ce qui va permettre de passer les différentes étapes. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un marathon un peu sprinté, quoi. Mais le parcours est très très long, c'est un peu un roller coaster. Il y a plein d'obstacles, voilà. Et donc, faut vraiment y aller très armé, donc vraiment s'entourer. Que ce soit après avec des structures comme 50 Partners qui peuvent faire partie des bonnes armes, hein, ou d'autres structures de type 50 Partners. Mais c'est vraiment de s'entourer le plus possible, parce que le chemin va être très très long, et le succès il dépend souvent des gens qu'on a réussi à rassembler autour de soi, et puis de s'entourer des gens. Encore une fois, je reviens sur
un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais de s'entourer des gens avec qui on partage quand même des valeurs. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années, à la fois pour ton business, mais d'une manière plus générale pour l'industrie du capital risque? Bah, je pense que l'écosystème d'innovation en France, il s'est très très fortement développé les 5-6 dernières années. Je vois vraiment une différence très forte entre le début de l'aventure 50 Partners et aujourd'hui. Je pense que ça va continuer à se développer. Je pense qu'on a un écosystème qui est très intéressant et en fort développement, même si peut-être que les prochains mois ou même années seront peut-être un peu moins florissantes ou avec un petit peu moins d'aide sur les sujets d'innovation. Mais si tu veux, la dynamique entrepreneuriale française, elle est pas prête de s'arrêter. Je pense qu'il y a aussi des relais en termes de sujets. Évidemment, dans la tech, il y a les sujets d'IA qui portent une innovation qui est vraiment c'est vraiment une révolution dans tous les usages. Et, c'est une nouvelle technologie qui permet beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup de beaux projets à construire autour de ça. Il y a 7 ans, on a lancé une verticale sur l'impact. Et ça, moi, je pense que c'est un terreau extrêmement fertile à l'entrepreneuriat. Globalement, il faut changer le monde sur beaucoup de sujets. Donc, il faut développer des nouvelles solutions sur beaucoup de sujets. Donc, il y a un boulevard pour tous les entrepreneurs qui veulent intervenir sur cette thématique. Il y a 3 ans, on a lancé une verticale sur la santé. Là, pareil, c'est un champ d'innovation stratosphérique, sur les sujets de parcours de soins, sur les sujets de diagnostic, tout ce que l'IA permet de faire dans la santé. C'est des sujets qui sont passionnants. Et puis plus récemment, il y a 1 an et demi, on a lancé une verticale sur les sujets blockchain et Web3. Donc sans parler de crypto ou de NFT, il y a des nouvelles technologies blockchain et notamment des sujets un peu d'infrastructure autour de tout ça qui sont passionnants, et on accueille des équipes qui sont vraiment extraordinaires aujourd'hui dans cette verticale. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'on a des sujets vraiment très très larges, un champ très très large sur toutes les innovations qui peuvent être construites. Et donc voilà, je dirais que le flux de projets extraordinaires n'est pas prêt de s'arrêter. Le financement est aujourd'hui assez mature. Donc moi, je vois la suite de l'écosystème et de ce que 50 Partners peut faire au milieu de tout ça comme vraiment très intéressant. Je pense que nous, on va montrer de plus en plus que l'accompagnement qu'on apporte, il est de qualité auprès des projets. On attire des projets de plus en plus intéressants. Le succès des projets, même en termes financiers, etc., fait que 50 Partners peuvent développer. Encore une fois, on a démarré à 1, puis 2, puis 3. Maintenant, on est 30. Bon, je dis pas qu'on sera 200, mais je pense qu'on peut renforcer encore plus les ressources dont on dispose pour réaliser notre mission. Les fonds d'investissement qu'on développe et qui nous permettent aussi d'intervenir sur des projets un peu plus late stage que juste sur l'accélérateur, nous ouvrent le champ d'un accompagnement quelque part de tous les projets innovants en France. Donc ça, c'est aussi un thème qui est très intéressant. Et puis voilà, puis qui sait, peut-être qu'un jour on regardera des choses à l'international, parce que je pense que le modèle qu'on développe aujourd'hui, il est aussi valable dans d'autres écosystèmes d'innovation. On a regardé pas mal ce qui se passait à Londres, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis un jour. Enfin, voilà, si on voit à plus long terme, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, si tu vois le monde comme une somme de connaissances et d'expertise qui peuvent être investies pour aider l'innovation à se développer, en fait, le champ, il est gigantesque. Virtuellement, il est sans limite, en effet. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, ou un documentaire, ou une série à regarder, peut-être un film? Alors, pour être honnête, je lis pas autant que je le voudrais. En ce moment, je lis c'est pas un roman, donc c'est pas forcément facile à lire, mais je lis le plan de transformation de l'économie française là, du Shift Project, le PTEF là. Moi, je pense que c'est intéressant de lire, parce que c'est donc un ouvrage qui est développé par le Shift Project, et qui fait l'analyse sur tous les secteurs de l'économie des problématiques qui se posent et qui vont se poser surtout de plus en plus les prochaines années, et des différentes solutions qu'il faudra mettre en place. Et je trouve que c'est intéressant, parce que je pense que c'est surtout intéressant de comprendre vraiment les choses pour après pouvoir agir de façon pertinente. Et puis à sa mesure, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de changer
tout sur tout, mais de comprendre les secteurs économiques, les implications sur les sujets environnementaux et sociaux dans ces différentes verticales. Je trouve que c'est vraiment assez fondamental parce qu'on entend beaucoup de choses, on discute de tout de rien sans avoir vraiment suffisamment d'informations. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant que tout le monde puisse lire ça. Voilà. En parallèle, je lis Life de Keith Richards, donc ça n'a rien à voir, donc c'est sur les Rolling Stones, mais j'invite quand même à le lire parce que je trouve ça extraordinaire de voir des parcours de vie qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et il faut que je vous recommande aussi. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Bah, c'est dur, on sait jamais avec complète certitude, mais je reviendrai peut-être sur le sujet de l'humain, tu vois, enfin l'humain au cœur du business. Pour moi, enfin l'expérience que j'ai, c'est que c'est toujours un driver de succès. On parlait des talents, comment on recrute des personnes et voilà, mais les gens dont on peut s'entourer quand on est entrepreneur, les valeurs qu'on développe. Enfin, c'est intéressant, je pense, quand on a une entreprise ou une activité quelle qu'elle soit, de réfléchir aux valeurs qu'on a eu autour, parce que c'est ça qui nous a permis de nous lancer, ça crée un cadre en fait à son activité, et c'est important peut-être d'en prendre conscience et puis de s'adapter à ça. Mais et puis je pense qu'on vit tous des aventures humaines en fait, si on est entrepreneur ou quoi qu'on fasse. Tu vois, je pense que ce qui te passionne dans le podcast que tu fais, c'est les gens que tu rencontres, c'est les parcours, les témoignages humains en fait. Et je pense qu'il y a que ça d'important en vrai. Enfin moi, quand tu me demandais les éléments enfin ce dont j'étais fier, etc. Bah ça tourne toujours autour de l'humain en fait quand tu y réfléchis. Et ce qui t'empêche de dormir la nuit aussi, si tu me poses la question, bah c'est aussi des sujets humains. C'est quand t'es en galère, quand t'as des problèmes de relations avec des collaborateurs ou même parfois perso. Donc, enfin si on garde ce driver humain, je pense qu'on se trompe jamais. Si tu as d'autres drivers, c'est pas forcément incompatible, mais des drivers financiers, business, d'ambition, quelle qu'elle soit, etc., et qui peuvent aller parfois à l'encontre de ce sujet humain, en fait, je pense que c'est là qu'on se trompe. Et en fait, tu le vois, je trouve d'ailleurs aussi dans toutes les grandes réussites, tu vois, les Bill Gates, les Warren Buffett, les mecs qui sont arrivés au bout du bout, bah en fait, au final, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils créent des fondations et ils essaient de sauver la planète parce que ils se rendent compte que c'est là qu'il y a du sens aussi, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'il y a un shortcut à avoir parce que tout le monde ne pourra pas faire à Microsoft et avoir autant d'argent pour créer des grandes fondations. Donc, il y a un shortcut à avoir au quotidien une activité qui est liée à l'humain. Et que ça c'est un driver de succès. Donc ce sera ça ma certitude. Et ce sera ma dernière question. Quelle est justement la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Tu m'as pas demandé quel était le prochain invité. Qui aimerais-tu avoir comme invité? Je sais pas, en ce moment je suis beaucoup Éric Bellion et je trouve que ce serait intéressant d'avoir parce que donc qui est skipper et qui fait le Vendée Globe en ce moment et qui était intervenu d'ailleurs au 50D il y a quelques années et c'était vraiment passionnant les parallèles qu'il avait pu faire entre son aventure et peut-être des aventures entrepreneuriales. Donc il y a beaucoup de parallèles et puis voilà, je pense que le Vendée Globe c'est une des plus grandes aventures, c'est une des plus extraordinaires aventures qu'on puisse encore avoir dans le sport en général dans le monde et voilà, on a des gens qui sont là pendant qui sont tout seuls sur leur bateau pendant 3 mois à faire le tour du monde et être face à tout ça. Voilà, je trouve que c'est des aventures extraordinaires et je trouve que c'est passionnant d'entendre des skippers et je serais, tu vois, le sujet du risque et puis des ambitions, des drivers de vie pour ces gens-là. Je trouve que c'est des gens des sujets qui sont hyper intéressants. Donc, je serais curieux d'entendre Eric sur tes questions.
Eh bien, on va essayer de l'inviter. Je peux déjà vous dire que, parce que c'est l'enregistrement que je ferai juste après toi, j'aurai le plaisir d'accueillir Aurélien Ducrot, qui effectivement est aussi un marin et avant ça même un skieur de grand talent. En tout cas, un grand merci, Jérôme Mazurel, fondateur de 50 Partners, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que prendre un risque, c'est le propre des entrepreneurs. Mais ne pas se lancer, c'est ne pas se laisser de chance finalement d'y arriver. Ou, comme disait l'une de mes profs de golf, on n'est jamais à l'abri d'un bon coup. Le deuxième point, c'est que dans les moments difficiles, souvenez-vous de votre conviction initiale et du pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet. Le troisième point, c'est qu'en matière de recrutement, une manière de se dérisquer, c'est de s'assurer que les valeurs humaines que vous partagez avec votre futur recrue sont bien alignées. Le quatrième point, lorsqu'on met l'humain au cœur du business, c'est toujours un grand facteur de succès. Et enfin, le dernier point, c'est le conseil de Jérôme Mazurel, lancez-vous avec rigueur et bien entouré. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.